C'était un match pour la 3e place que les deux équipes disaient ne pas vouloir jouer. Et bien finalement, on a eu le droit à un feu d'artifice, un scénario complètement fou. Bienvenue à vous dans ce dernier club du mondial sur France 24. Je suis ce matin avec Jules Boiteau. Bonjour à vous. Et Xavier Barré, consultant en foot pour RFI et France 24. Merci d'être avec nous. Alors le scénario était complètement fou, Jules, avec une débâcle, on peut dire la débâcle à côté des Bleus. Oui, ils avaient pourtant promis d'offrir une belle dernière à Didier Deschamps, mais les joueurs de l'équipe de France sont passés complètement à côté de leur sujet avant de réagir sans pouvoir revenir à la marque. On analysera cette déroute de l'équipe de France face à l'Angleterre, 6-4. Alors toutefois, quelques records individuels, Mbappé et Olysée. Oui, Mbappé meilleur buteur pour le moment de la compétition et de l'histoire de la Coupe du Monde. Michael Olysée, lui, meilleur passeur sur une édition après son match d'hier. Il devance Pelé, pas suffisant pour renverser une Angleterre dont on fera aussi le bilan de la compétition. L'Angleterre 3e, meilleur résultat pour elle depuis 60 ans. Et puis ce dimanche, c'est évidemment la grande finale Espagne-Argentine. Oui, l'occasion d'analyser l'opposition de style à laquelle on va assister. La maîtrise espagnole face à la fougue argentine. On analysera ça évidemment sous l'œil expert de Xavier Barré. Voilà, vous avez le programme. C'est parti pour le club du mondial, le dernier de cette édition. Alors l'Angleterre. Jules, l'Angleterre a donc humilié l'équipe de France au cours de la première mi-temps d'un match. C'était pour la médaille de bronze qui est très symbolique, mais tout de même. Oui, victoire 6-4, un score de baby-foot qui a, dans un match qui a longtemps ressemblé à un côté bleu à un mauvais dimanche en district. Ça a d'abord été la chronique d'une débâcle totale. Didier Deschamps avait fait tourner, avait donné du temps de jeu à des remplaçants qui aspiraient à renverser la hiérarchie en début de compétition. Malo Gusto, Ibrahima Konaté, Ryan Cherki, Warren Zaïre-Emery. Mais ils sont quasiment tous passés complètement à côté. Il y avait un parfum de Brésil-Allemagne. Vous savez, cette demi-finale de 2014 où les Brésiliens avaient été humiliés et prenaient des buts à la chaîne. Le scénario s'est répété lors de certainement la pire mi-temps du règne de Didier Deschamps pour son dernier match. 4-0, Rice contre Saka par 2 fois à la mi-temps. Face à des Français complètement apathiques, les Bleus ont réussi l'exploit de créer un enjeu à ce match, celui de ne pas complètement pourrir la DER du sélectionneur qui a renversé la table à la pause. Konaté, Cherki, Hernandez, Doué dehors. Il a fait rentrer les gros. Upamecano, Dembélé, Barcola. C'est vrai que le match a basculé. Mbappé 4-1, Barcola 4-2, Mbappé encore 4-3. À l'heure de jeu, la France avait quasiment fait son retard. Elle manque l'égalisation avec notamment de gros ratés de Michael Olysée. On en reparlera. Et puis finalement, après un penalty pour l'Angleterre, un but de Dembélé et un dernier coup de dague de Jude Bellingham, la France termine 4e avec un sacré coup derrière la tête en prenant 6 buts dans un match officiel pour la première fois depuis 1908, avec forcément un sélectionneur très déçu. Écoutez. C'était mieux de terminer 3e. Malheureusement, on n'a pas réussi. Après une première mi-temps catastrophique. Néant, on aurait pu prendre un but sur chaque attaque, même si on a eu quelques occasions. Oui, je me suis un peu énervé, comme ça m'arrive. Pas régulièrement, mais à la mi-temps. Mais après, c'est une question de fierté, d'orgueil, de caractère. On a failli renverser une montagne qui était insubmersible, puisqu'à 4-3, on a encore 2 occasions de pouvoir faire 4-4, même si ça s'est mal fini. Et c'est moi qui me suis trompé. C'est pas eux qui se trompent, c'est moi qui me suis trompé. J'aurais dû faire d'autres choix dès le début du match. Xavier, une Bérésina pour finir ce mondial côté français? En tout cas, une mauvaise image, effectivement, parce que les Bleus étaient battus par plus fort qu'eux en demi-finale. Mais là, on avait le sentiment que lors de ce match de classement, ils devaient gagner parce que les Anglais, eux, avaient annoncé la couleur. Leur entraîneur, en tout cas, Thomas Tuchel, avait dit c'est un match que personne ne veut jouer. Et d'ailleurs, il a pas mal changé son équipe, puisque ni Harry Kane ni Jude Bellingham, les 2 stars de l'équipe, n'étaient titulaires au coup d'envoi. Kane est resté sur le banc et Bellingham est rentré juste en fin de match. Donc, du côté de l'équipe de France, on avait le sentiment qu'on voulait réussir cette sortie pour la dernière de Didier Deschamps. Et en fait, je comprends son amertume parce qu'il a le sentiment d'avoir été trahi par certains joueurs à qui il avait fait confiance justement dans le groupe et qui n'étaient pas titulaires ou qui ne l'étaient plus et qu'il a quand même aligné d'entrée.
D'où ce grand chambardement à la mi-temps avec 4 joueurs qui ont été remplacés d'un seul coup, ce qui est rarissime dans la façon de faire de Didier Deschamps. Il utilise tous ses remplacements en général quand l'équipe mène 3-0 à la 80e. Sinon, il fait 1 ou 2 changements maximum. Là, 4 à la mi-temps, c'est pratiquement inédit dans sa gestion du groupe. Ce qui interroge le plus, peut-être, c'est l'attitude de certains joueurs. Les Bleus, vous savez, c'était surnommé les méchants pendant ce mondial. Ils avaient promis d'avoir très faim, d'être en mission. On a vu des images, hein, on en parlait avant l'émission. Konaté qui ne revient pas défendre sur le 3-0. Oui. Malo Gusto qui a 4-0 dit face caméra. Pour lui, c'est la loterie de la réalisation. On le voit face caméra et dit si c'est comme ça, j'arrête de jouer en fait. Exactement. Donc on sent qu'il y a vraiment des tiraillements au sein de l'équipe sur ce dernier match en tout cas. Après, les images qu'on a vues en interne, elles étaient diffusées par la Fédération française de football. Donc c'est les images qu'ils voulaient bien montrer. Hein. Après, on voit sur le terrain qu'effectivement, il y avait à l'évidence des incompréhensions. Ou en tout cas, tout le monde n'était pas raccord. Même Kylian Mbappé n'est pas irréprochable sur sa première période. Alors qu'il a lui un enjeu personnel à jouer, ce titre de meilleur buteur de la compétition pour cette Coupe du Monde et puis pour toutes les Coupes du Monde, eh bien, il n'est pas tellement impliqué. Donc, on a effectivement des Bleus qui sont à côté de la plaque, qui ont déjà l'esprit en vacances, ou peut-être même certains déjà au prochain sélectionneur, et qui ne sont pas du tout impliqués dans cette partie-là. Heureusement, il y a eu cette réaction en deuxième période. Vous parliez de Kylian Mbappé. Il a dit à l'issue du match, je dirais qu'on a été humain ce soir, on était sonnés. Disant donc peut-être qu'ils avaient pris un coup psychologique en demi-finale. Les Anglais aussi avaient pris un coup derrière la tête face à l'Argentine. Est-ce que c'est pas, je sais qu'on a eu ce débat en dehors du plateau, est-ce que c'est pas un aveu d'une faiblesse mentale pour cette équipe qui a été, à mon avis, assez terrorisée face aux Espagnols? Là, on a senti qu'ils perdent des pieds à fur et à mesure. Non mais attendez, c'est des joueurs professionnels habitués à jouer tous les 3 jours. Donc là, ils ont perdu effectivement mardi la demi-finale. On est 4 jours plus tard. Donc normalement, ils ont le temps de se remettre. D'ailleurs, le post de Kylian Mbappé sur Instagram, je crois, pour saluer le départ de Didier Deschamps était assez remarquable. Dommage qu'il n'ait pas mis ses paroles en rapport avec ses actes, en tout cas sur la première période. On a vu que les deux hommes étaient très liés. Ils le sont restés d'ailleurs à la fin du match parce que Mbappé a fait une belle deuxième période et il a marqué 2 buts. Mais on a quand même le sentiment que cette équipe de France, elle n'avait vraiment pas pris ce match au sérieux, en tout cas pas aussi sérieusement que l'espérait son sélectionneur pour sa dernière sur le banc. Ça fait quand même 185 matchs et c'est vrai que heureusement qu'on pense à tout ce qu'il a apporté avant de penser à cette sortie quand même manquée. Alors on va évoquer tout à l'heure la performance de l'équipe d'Angleterre. Encore un mot sur les Français, puisque d'un point de vue individuel, certains ont battu des records. Oui, Kylian Mbappé est à l'heure où l'on se parle le meilleur buteur de la compétition et le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Il a marqué hier ses 9 et 10e buts dans cette édition. Il devance donc Léo Messi de 2 buts avant la finale de ce soir, ce qui porte son total à 22 buts en 22 matchs de Coupe du Monde. Record assez quand même incroyable pour Kylian Mbappé à 27 ans seulement. Pourtant, Xavier, on ne peut pas s'empêcher de constater que Kylian Mbappé, c'est un peu le recordman des équipes qui perdent. Il est meilleur buteur dans une France 4e, en club, meilleur buteur de la Ligue des Champions, meilleur buteur de la Liga dans un Real qui ne gagne rien. Oui, alors c'est vrai qu'il a des objectifs personnels très élevés qui peuvent paraître incompatibles avec les objectifs collectifs. Maintenant, on l'a encore vu hier, Mbappé, quand il ne marque pas, les autres ne marquent pas plus. Il y a eu quand même un festival d'occasions manquées de Michael Olise qui n'a pas marqué dans cette Coupe du Monde, même s'il a fait un record de passes décisives, on va en reparler. Et puis même Ousmane Dembélé a eu quelques ratés lui aussi. Donc ça reste quand même l'atout numéro 1 de l'équipe de France pour marquer des buts. Après, est-ce que tous les joueurs de l'équipe de France sont prêts à faire les efforts pour lui? C'est là où son leadership apparaît parfois fragile. Il y avait une relation privilégiée avec Didier Deschamps pour l'équipe de France. Il faudra voir comment elle se construit avec le nouveau sélectionneur. Là, il y a un autre joueur qui a battu des records hier soir. Mbappé n'était pas le seul. Oui, c'est Michael Olise qui a évoqué évidemment Xavier, qui a donné donc 2 passes décisives à Kylian Mbappé. Cela veut dire qu'il cumule désormais 7 passes décisives depuis le début de la compétition. C'est un record jamais vu. Il devance le roi Pelé qui avait donné lui 6 passes décisives lors de la Coupe du Monde 1970. Michael Olise, l'une des révélations de ce tournoi, qui disputait son premier grand tournoi international, même s'il a complètement raté sa demi-finale. Il a montré sa capacité à donner des passes au cordeau, au millimètre,
et il a aussi malheureusement montré son incapacité à marquer des buts. Énormément d'occasions. Michael Olise a tiré 20 fois dans ce mondial sans marquer de but. C'est le pire total de cette compétition. Et pourtant, il finit, si on reparle des passes, il finit sa saison avec 34 passes décisives. Il égale le record établi par Lionel Messi en 2011-2012. Xavier, que penser avec de la le Grand Barça Avec le Grand Barça, alors d'abord pour les records, il faut préciser que Pelé avait fait ça en seulement 6 matchs à l'époque. Michael Olise, c'est 8 matchs, parce qu'on a rajouté des matchs, on joue plus de matchs, donc forcément ces records, ils sont appelés à être battus régulièrement, puisqu'on joue plus qu'avant et plus de matchs, et parfois contre des équipes qui ne sont pas meilleures, en tout cas en phase finale de Coupe du Monde, puisque le plateau a été considérablement élargi. Maintenant, Michael Olise, il a fait une saison fantastique avec le Bayern de Munich, vous l'avez rappelé, et il a été très bon aussi avec l'équipe de France. Il ne marque pas, mais il fait marquer les autres. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Effectivement, il a fait preuve encore hier d'une maladresse incroyable, et 2 occasions énormes qu'il n'a pas marqué. Ouais. Mais en même temps, c'est encore lui qui distribue de bonnes passes. Et on a vu hier, encore une fois, lors de la première période où il était excentré, qu'il ne rayonnait pas comme d'habitude sur le jeu. C'était Ryan Cherki qui jouait dans l'axe. Et lorsque Cherki est sorti à la mi-temps et qu'il a été repositionné dans l'axe, l'équipe de France a été transformée. C'était d'ailleurs ce qui s'était passé déjà lors du premier match contre le Sénégal, où l'équipe de France avait une première période insignifiante et difficile, où Michael Olise était sur le côté. Et quand on l'a remis dans l'axe comme véritable meneur de jeu, eh bien l'équipe de France a fait la différence. Donc, moi, je pense que c'est un joueur assez exceptionnel, qu'il faut le prendre comme il est, et effectivement renforcer les joueurs qui sont autour de lui, et puis se réjouir du fait qu'il donne des passes décisives à défaut de marquer des buts. On peut raisonnablement penser que l'équipe de France de Zinedine Zidane, c'est le secret de Polichinelle, ça devrait bien être Zinedine Zidane, sera basé sur une attaque Kylian Mbappé et derrière lui Michael Olise. Alors ça, je ne mettrai pas ma main au feu, parce qu'un nouveau sélectionneur, il veut forcément apporter son empreinte. Et donc, il va devoir redistribuer des rôles. Je pense qu'il risque d'y avoir d'ailleurs pas mal de changements dans cette sélection. Adrien Rabiot, d'ailleurs, l'a exprimé à la fin de l'interview qu'il a donnée après ce match de classement, cette match pour la 3e place. Il a dit que beaucoup de joueurs, c'était leur dernière Coupe du Monde. Lui-même, je crois qu'il a 31 ans. Il a fait plutôt une bonne Coupe du Monde, d'ailleurs, même si en demi-finale, il est sorti parce qu'il avait des problèmes. Mais on a le sentiment qu'effectivement, il risque d'y avoir beaucoup de changements, et que certains joueurs, avec la prestation d'hier, risquent n'ont sûrement pas marqué des points, mais on verra ce qui va se passer. En tout cas, après les Français qui sont donc passés à côté, les Anglais, eux, ont retrouvé le sourire. Oui, après avoir abdiqué en demi-finale alors qu'ils menaient face à l'Argentine, les Anglais ont montré une belle force de caractère, même s'ils n'ont pas eu à forcer leur talent face à ces Bleus. 3e de ce tournoi. C'est le meilleur résultat de cette équipe depuis le titre en Coupe du Monde 1966. Ça fait donc 60 ans. Et cette force de caractère, elle est illustrée par cet homme, Bukayo Saka, l'ailier star d'Arsenal, qui a été beaucoup mis sur le banc et qui a réussi à planter un triplé hier. Écoutez. On méritait de finir en beauté après le tournoi qu'on a fait. Le meilleur résultat de l'Angleterre depuis 60 ans. Ce groupe le mérite vraiment, c'est notre force de caractère et on l'a vu dans une première mi-temps parfaite qui nous a fait gagner le match. À titre personnel, j'ai travaillé si dur pour pouvoir faire ce genre de match. C'est une incroyable performance. Xavier, quel bilan pour cette équipe d'Angleterre qui termine dans le 3e, le meilleur résultat depuis 60 ans? Moi, perso, je les voyais gagner cette Coupe du Monde. Donc, je pense que c'est un peu en deçà de ce qu'ils pouvaient viser. Mais Thomas Tuchel n'a pas ce discours-là. Il reste d'ailleurs la cible de la presse et du public. Le sélectionneur allemand de l'Angleterre. Exactement, le sélectionneur allemand de l'Angleterre. Il reste la cible d'ailleurs, malgré ce résultat d'hier soir, parce qu'il y a eu dans son coaching, notamment lors de la demi-finale contre l'Argentine, des décisions qui ont été toujours pas comprises. Et l'Angleterre menait, et elle s'est recroquevillée en défense, et elle a fini par perdre. Donc là, on sait que l'Angleterre a un réservoir de joueurs assez extraordinaire. Bukayo Saka, effectivement, n'a pas toujours été titulaire, puisqu'en concurrence avec Madueke pour le poste d'attaquant côté droit. Et on voit qu'en gérant ce groupe-là, duquel il n'y avait ni Foden de Manchester City, ni Palmer de Chelsea, qui étaient a priori des joueurs aussi qui pouvaient être titulaires dans cette équipe d'Angleterre, on se dit que Tuchel a un matériel extraordinaire, et que l'Angleterre, qui va co-organiser le prochain Euro en 2028, cette fois-ci, il faudra peut-être qu'ils remportent enfin un titre. En tout cas, ils apparaissent comme les favoris du prochain grand rendez-vous international.
Mais Thomas Tuchel a une pression colossale, puisque lui, il continue, contrairement à Didier Deschamps qui a arrêté, lui, il continue à la tête de l'équipe d'Angleterre. En tout cas, son contrat a été renouvelé quelques semaines avant la Coupe du Monde. Un mot peut-être de l'homme qu'on voit à gauche de cette image, Jude Bellingham, qui a été époustouflant dans cette compétition. 7 buts en une édition, personne n'avait jamais fait ça avec l'Angleterre, et il est milieu de terrain. Oui, absolument, c'est un joueur... Lui, c'est le futur de la sélection. Lui, c'est un joueur assez extraordinaire, effectivement. En plus, avec un état d'esprit remarquable, parce qu'il rentre en fin de match. Il y a un penalty. Normalement, c'était pour lui, puisque Harry Kane était resté sur le banc. Et il l'a donné à Saka pour lui permettre de réussir ce triplé historique pour lui. Et derrière, il est quand même allé marquer le 6e but de l'équipe d'Angleterre, qu'il a marqué d'ailleurs tout seul. Il a traversé le terrain, il a dribblé la moitié de l'équipe de France. Donc, c'est un joueur assez extraordinaire. Là encore, à savoir comment Tourelle va gérer cette... profusion de richesses en équipe d'Angleterre, avec aussi Declan Rice qu'on aperçoit derrière vous sur le barco, et puis bien sûr Harry Kane qui reste le capitaine de l'équipe pour le moment. Alors voilà ce qu'on pouvait dire pour la petite finale. Maintenant, on va se projeter vers la grande finale avec cette affiche très prometteuse, Espagne-Argentine. Ouais, immense choc à venir, un match pour l'histoire entre d'un côté une Espagne qui peut remporter sa 2e étoile et faire un nouveau doublé Euro Coupe du Monde. Lamine Yamal pourrait avoir remporté les 2 trophées internationaux les plus importants à seulement 19 ans, imaginons l'exploit que cela pourrait être. De l'autre côté, évidemment, Lionel Messi peut devenir une légende parmi les légendes de Coupe du Monde consécutives. Le monde entier, aura les yeux rivés sur New York ce soir. New York, où se trouvait Cédric Ferreira il y a quelques heures à Times Square, entouré, vous allez le voir, de quelques supporters argentins survoltés. Quelques heures de la finale entre l'Argentine et l'Espagne. Regardez cette ambiance à Times Square, en plein cœur de New York, qui est transformée l'espace d'un week-end en Buenos Aires. On se croirait sur l'avenida de 9 Julio, le point central de Buenos Aires, lorsque les supporters argentins célèbrent les victoires de leurs joueurs. Et bien ici, c'est Times Square, et clairement, on est comme en Argentine. Il faut savoir qu'il y a 50 000 Argentins qui sont attendus ici à New York pour la finale. Certains ont des billets pour se rendre au stade, qui ont coûté plusieurs milliers de dollars. D'autres vont rester ici, en plein cœur de la ville, pour faire la fête, évidemment, et pour encourager les leurs dans cette ambiance incroyable. Ici, c'est ce qu'on appelle un banderazo, c'est-à-dire un rassemblement de supporters. Vous les voyez avec leurs drapeaux, avec leurs chants. Ils mettent une ambiance incroyable. Ce sont les hinchas de l'Argentine qui ont été le plus bruyants, d'ailleurs, depuis le début de cette Coupe du Monde. Toute la Coupe du Monde, les supporters argentins ont mis une ambiance incroyable dans les stades, alors que parfois l'ambiance justement a été critiquée en ce qui concernait les matchs des autres nations. On avait déjà assisté il y a 4 ans à ces scènes au Qatar où les hinchas de l'Argentine avaient été vraiment impressionnants. Ça sera la même chose tout à l'heure dans le stade pour la finale, et ça sera aussi une ambiance incroyable ici à Times Square. Je vous laisse imaginer si l'Argentine gagne sa 4e Coupe du Monde, l'ambiance qu'il va y avoir incroyable ici, car là on a l'impression que l'Argentine a déjà gagné avec cette ambiance de folie à Times Square qui est bondée de maillots argentins déjà depuis 48 heures. Allez, Jules, on va se plonger maintenant sur l'aspect tactique de la rencontre. Oui, avec une opposition de style ce soir. Même si on a beaucoup évoqué le duel Messi-Yamal, les 2 hommes formés à la Masia barcelonaise, les 2 équipes, vous allez le voir, produisent un jeu assez différent. D'un côté, l'Espagne qui aime avoir le ballon, 64% de possession, construction patiente, milieu de terrain souverain, et ensuite des actions qui se concluent très haut sur le terrain. Vous voyez cette stat, 12 des 13 derniers buts ont été marqués dans la surface de réparation. Défensivement, c'est extrêmement solide. 1 but concédé seulement en 7 matchs. En face, l'Argentine mise sur le volume et les transitions. 12 buts marqués sur ces 19 dans cette compétition en contre-attaque. Elle se crée beaucoup d'occasions. On verra si ce sera le cas ce soir contre une Espagne très solide. Et puis une palette très variée aussi côté argentin. Coup de pied arrêté, 2 buts, 5 buts depuis l'extérieur de la surface. Attention, le point faible, c'est la défense. 5 matchs d'affilée sans clean sheet. Xavier, à la lumière de ces informations que l'on voit, à quel match s'attendre selon vous ? Une vraie opposition de style, comme vous l'avez extrêmement bien expliqué. On a deux entraîneurs, 2 sélectionneurs qui se connaissent parfaitement, puisqu'on a eu l'occasion de l'expliquer sur ce plateau. Lionel Scaloni, l'entraîneur de l'Argentine, championne du monde en titre, et a été un des disciples de Luis de la Fuente, le sélectionneur de l'Espagne.
Donc comme ils se connaissent bien, ils vont probablement jouer une petite partie de poker menteur, mais les Espagnols, ils jouent toujours de la même façon. De toute façon, on sait comment ils jouent. Ils confisquent le ballon et puis ils tournent jusqu'au moment où ils trouvent la faille. Et jusqu'à présent, ils ont toujours fini par la trouver, même contre l'équipe de France, alors qu'on pensait que les Bleus de Didier Deschamps auraient trouvé la solution pour les contrer. Donc l'Espagne m'apparaît moi un petit peu favorite parce que l'Argentine a quand même dû cravacher dans des tours précédents. Ils ont joué d'ailleurs des prolongations à répétition. C'est une équipe qui a énormément de caractère, énormément de qualité, mais qui dépend quand même beaucoup de l'inspiration de Lionel Messi puisque l'équipe est construite autour de lui. Alors c'est vrai que Lionel Messi n'a pas déçu dans cette Coupe du Monde. Même à 39 ans, il est quand même assez exceptionnel. Il marque des buts et surtout il en fait marquer. Mais voilà, les Espagnols le connaissent bien, puisqu'ils l'ont croisé pendant longtemps lorsqu'il jouait à Barcelone. Soit ils étaient coéquipiers, soit ils ont été adversaires. Donc on peut penser que Luis de la Fuente et son équipe savent, et notamment Rodri, qui est le capitaine, qui a fait un retour au premier plan, qui a été Ballon d'Or il y a 2 ans, qui va être l'homme lige face à Messi, justement, pour l'empêcher d'influer sur le jeu argentin. On peut penser que les Espagnols vont tout faire, effectivement, pour réduire le risque Messi en faveur de l'Argentine. On s'attend aussi à une grosse bataille au milieu de terrain. On a évidemment le milieu de terrain espagnol, Rodri, Fabián Ruiz, Olmo, qui a montré tout son talent face à la France. En face, le milieu à 4 argentin, McAllister, Hernandez, Paredes, Simeone. Ça devrait se jouer aussi au milieu de terrain. Alors, on verra quel joueur choisit effectivement Lionel Scaloni pour ce match-là, parce qu'on a vu que parfois il changeait certains éléments. Il y a souvent McAllister, Enzo Fernandez. Après, Paredes est rentré, il ne l'était pas au début. C'était Thiago Almada. Il y a aussi le fils del Cholo, Diego Simeone, qui est Giuliano Simeone, qui est rentré lors des derniers matchs. Donc, on voit qu'il adapte souvent son équipe justement à l'adversaire. Donc c'est là où il y aura peut-être une petite partie de poker menteur de la part de Lionel Scaloni ce soir face à l'Espagne. L'Espagne a marqué le premier but lors de ses 6 derniers matchs. L'Argentine, si elle concède le premier but, on a vu, elle sait revenir. Est-ce que si c'est l'Argentine qui marque en premier, on pourrait voir éventuellement une petite panique? Panique, c'est peut-être le mot est trop fort du côté espagnol. Les Espagnols n'ont pas concédé beaucoup de buts, ils en ont concédé qu'un seul, mais c'était contre la Belgique alors qu'ils menaient 1-0. Ils ont su trouver l'énergie pour aller marquer le deuxième en fin de match. C'est vrai que face à cette équipe d'Argentine capable de remontada incroyable, notamment contre l'Égypte, les Espagnols sont prévenus. Ils vont tout faire, effectivement. À partir du moment où ils mènent, ils savent confisquer le ballon pour empêcher ces retours. Mais c'est ça qui est très excitant. C'est quand on connaît le caractère des Argentins, quand on connaît le génie de Messi, quand on connaît la dévotion de tous ses coéquipiers à leur capitaine, on se dit qu'avec l'Argentine, tout est possible. Donc même si l'Espagne apparaît un peu au-dessus, ça risque d'être une finale extrêmement passionnante jusqu'au bout. L'Espagne donnée favorite par les bookmakers assez nettement. Pourtant, l'Argentine a gagné tous ses matchs depuis le début de la compétition. Et si elle gagne encore ce soir, ce sera la première équipe à remporter une compétition en gagnant tous ses matchs depuis le Brésil 2002. Est-ce que... Là, on parle évidemment partout de la domination de l'Espagne. Est-ce qu'on n'est pas un peu en train de passer au-dessus des possibilités de victoire de l'Argentine, comme on le fait depuis un peu le début du tournoi? On n'avait pas beaucoup parlé d'eux au début du tournoi. Oui, c'est vrai, vous avez raison. On disait que c'était un collectif un peu éprouvé, puisque la plupart des joueurs, il y en a, je crois, 17 sur les 26 qui étaient au Qatar il y a 4 ans. Donc, ils ont tous 4 ans de plus, à commencer par Messi qui a 39 ans. Mais cette équipe d'Argentine, elle a gagné tous ses matchs, mais elle en a gagné difficilement. Alors que l'Espagne, effectivement, a fait un nul en ouverture, 0-0 contre le Cap-Vert, et ensuite, elle les a tous gagnés avec une grande maîtrise. On les a pas beaucoup vus inquiéter, en fait, ces Espagnols. Donc c'est là où effectivement, contre la Belgique. Oui, un petit peu, mais c'est là qu'on voit qu'effectivement la Roja, elle est a priori, vous évoquiez le fait qu'elle soit favorite. Tout pense à croire que si la logique est respectée, l'Espagne décrochera sa 2e étoile. Mais face à l'Argentine, rien n'est jamais gagné. Avant de passer au pronostic de Xavier Barret, vous allez voir, il y a une autre personne, je ne sais pas si on va dire personne, un animal qui a donné son pronostic. C'est l'animal le plus connu d'Internet. Vous allez voir la vidéo. Je sais que ça fait énormément plaisir à Xavier Barret, ce genre de pronostic. Et qui donne la victoire pour l'Argentine assez nettement, 3-1. Enfin, 3 ballons à 1 pour R. Corgi qui cumule près d'1,5 million d'abonnés sur les réseaux sociaux.
Xavier Barret, le chien dit l'Argentine. Votre pronostic pour ce soir? Je m'abonne pas à ce genre de truc. Non, moi, comme je vous l'ai dit, je pense que l'Espagne est un petit peu au-dessus. Je dirais, mais à mon avis, ça risque d'être plus serré qu'on ne croit. Ça ne sera pas un festival de buts comme on a eu il y a 4 ans ou comme on a eu hier soir. À mon avis, ce sera 1-0 ou 2-0. Ça risque d'être effectivement très tactique. Mais je pense que l'Espagne est un petit peu plus forte. Voilà pour le pronostic de Xavier Barret. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité de cette Coupe du Monde. Comme chaque jour, on referme l'édition en ayant une pensée pour notre confrère Christophe Glaise, condamné à 7 ans de prison en Algérie. Il avait été accrédité pour cette Coupe du Monde. Évidemment, il n'a pas pu y assister. Sa famille et lui-même espèrent évidemment une grâce présidentielle. Merci Jules, merci Xavier. Xavier, on vous retrouve ce soir à 20h, heure de Paris, pour la spéciale Coupe du Monde avec Benoît Perrochet. Très belle journée à tous.